Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Un peu de physique aujourd'hui, beaucoup de physique avec Julien, Bonjour. beaucoup de mécanique quantique, Oui, et de phénomènes quantiques. phénomène quantique. Donc on l'attendait depuis longtemps, hein, notre série sur la physique quantique. Depuis mai, Ouais, on en a parlé depuis mai et on y arrive. c'est ça. On a déjà eu un premier épisode donc sur cette explication de la physique quantique, enfin explication, oui, explication quand Ouais. même hein, de ce qu'est la physique quantique, Oui. la mécanique quantique. Bon, moi, je reconnais, hein, Julien, j'ai pas forcément compris beaucoup. Il y avait beaucoup de belles équations magnifiques, avec une possibilité de les comprendre assez limitée chez moi. Mais, par contre, je crois que j'ai commencé à entrer dans, je vais dire, le registre de la mécanique Oui. quantique. Et c'est ça qui compte. C'était l'idée. Ouais, c'est ça. Ok. Et on va continuer. Je rappelle que si cette émission va être diffusée le 15 mars, je crois, c'est ça? Eh bien, nous l'enregistrons au 18 janvier. Alors, on ne sait jamais. S'il y avait un saut quantique qui se faisait entre le 18 janvier et le 15 mars, alors que je serais normalement dans le désert. Oui, absolument. Ouais, et d'ailleurs, peut-être que toi aussi. Peut-être bien. Nous sommes dans le désert pendant que nous parlons de physique quantique, de mécanique quantique, de phénomènes quantiques. C'est déjà un phénomène quantique en soi, exactement. ça. Ok, et ben voilà, on enregistre le 18 janvier et ce sera diffusé le 15 mars. Je te laisse la souris, Julien, et Merci. on y va quand tu es prêt. Voilà. Alors, l'émission d'avant sur la mécanique quantique, je le reconnais, et un peu à dessein, était assez orientée sur les mathématiques de la mécanique quantique. Ouais. Là, on va s'intéresser plus aux phénomènes quantiques. Sont souvent des notions dont on a entendu parler, les interférences, l'effet tunnel, l'incertitude, l'énergie du vide. On aura aussi l'intrication quantique dans l'émission suivante. Des notions, mais c'est en deux parties, en cette deux émission. parties, absolument, oui. C'est la première partie, il y aura une deuxième partie. Des notions, des termes que vous avez peut-être entendu passer et sur lesquels on va mettre des mots et des notions un peu plus approfondies. J'aime beaucoup la précaution que tu prends là en bas de page. Pour une meilleure compréhension, certaines explications pourront être légèrement simplifiées, tronquées. Il y a ça sur toutes les pages d'accueil de. Tu prends des précautions. Depuis la première. Oui, c'est parfois difficile d'aller vraiment dans le détail, d'être rigoureux dans l'explication. Notamment, ce qui m'avait inspiré cette remarque, c'était le tableau de Mendeleïev. Oui. C'est difficile d'expliquer vraiment comment ça s'organise. On l'a vu dans l'émission précédente, comment ça s'organise avec les orbitales électroniques. Mais voilà, il a fallu attendre la 9e, 10e émission pour voir d'où ça vient. Et donc, je mets ce petit préambule. Super. Donc, c'est effectivement, on peut dire, des émissions de vulgarisation, en tout cas des exposés visant à permettre au commun des mortels, au commun des humains, des immortels, des éternels, d'entrer un peu dans cette connaissance. Oui, d'avoir une culture et puis comme je disais dans l'émission précédente, d'aller approfondir. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui vont développer en une demi-heure ce qu'on voit en 5 ou 5 minutes ici. C'est ça. Qui vont, avec des diagrammes, des choses très bien faites. Vous trouverez en dernière page de cette présentation, de ce PDF, un certain nombre de références. Ah, très bien. Donc, je rappelle aussi que les documents que tu présentes sont disponibles sur mon site internet unitéjessuis.com. Dans la section articles, il y a un article dédié à nos émissions où on trouve le lien vers chacune des émissions et un accès direct aux documents que tu présentes. Oui. Et en illustration, on a une répétition un peu de ce qu'on a vu dans les mécaniques quantiques, c'est-à-dire les raies, ce qu'on appelle les raies des éléments, des atomes. On a les raies de l'hydrogène, la deuxième ligne, les raies d'un certain nombre d'éléments comme l'argon, l'azote, l'union, etc. La raie, c'est le changement de couleur. Hein, le ray, c'est l'émission de couleur à une longueur d'onde bien précise, une couleur bien précise. Par opposition au continuum, l'arc-en-ciel est un continuum qui va du rouge au violet. Et après les raies, c'est-à-dire qu'un élément, quand il est excité puis désexcité, va émettre des longueurs d'onde absolument spécifiques et caractéristiques de ces niveaux d'énergie. Et donc, ces longueurs d'onde émises donnent des couleurs. Correspondent à des couleurs. C'est ça. Nous font voir une couleur. Une longueur d'onde est une information absolument neutre qui est interprétée par notre cerveau par une couleur. D'accord. Ah, d'accord. J'aime bien cette précision. Le rouge, c'est une longueur d'onde de 400 nanomètres, 800 nanomètres. Le violet, c'est 400 nanomètres.
et après, entre le orange, c'est à peu près 600 nanomètres. Donc, en termes qualitatifs, il n'y a aucune différence entre ces longueurs d'onde, juste notre œil le transforme en couleur. D'accord. Et de la même façon, il n'est pas capable de détecter et transformer en couleur ce qu'on appelle l'ultraviolet et l'infrarouge. D'accord. Notre œil capte l'information, mais le cerveau ne le décode pas. Là, je ne sais pas entre la biologie et la neurologie où est l'impossibilité, mais en tout cas, nous ne percevons pas ni l'infrarouge ni l'ultraviolet. Tout comme les infrasons et les ultrasons. Alors, un peu d'historique, une petite reprise de l'émission précédente. Oui. On a déjà vu cette diapositive. Fin du 19e, on a un certain nombre de théories qui expliquent la réalité telle qu'on la comprend. La mécanique newtonienne, donc l'émission numéro 7 qu'on a vu en détail, qui a déjà 200 ans à l'époque. Théorie de l'électromagnétisme avec les équations de Maxwell et les apports de Lorentz. Lorentz qui a eu des apports vraiment fondamentaux également en relativité restreinte. La thermodynamique, tout ce qui traite des échanges de chaleur et de l'énergie thermique. Et une première version d'une physique statistique, c'est-à-dire une physique qui considère un ensemble non pas comme un ensemble homogène, mais comme une collection de petites particules. Notamment, on a l'équation cinétique, enfin la distribution de Maxwell-Boltzmann, qui donne la distribution de vitesse dans un gaz en fonction de la température. Là, on a des embryons de physique où on va considérer les éléments microscopiques dans un registre statistique d'abord, et puis après un par un avec la mécanique quantique. Donc voilà l'état actuel de la connaissance à la fin du 19e. Et il y a des manifestations physiques qui ne rentrent pas dans ces théories, qui ne sont pas explicables par les théories en vogue, en vigueur à cette époque-là. Par exemple, l'effet photoélectrique. C'est quoi ça? Lorsqu'on éclaire un métal avec de la lumière, celui-ci va émettre des électrons. Le métal émet des électrons. Voilà, c'est ce qui est représenté sur le dessin. Les sinusoïdes représentent un éclairage par de la lumière, et les petites boules rouges représentent les électrons qui sont arrachés à la matière du métal et qui s'échappent, et qu'on peut détecter en dehors du métal. D'accord. Ça indique donc qu'il y a une interaction entre l'onde et la matière. L'onde, donc lumineuse, et la matière. D'accord. Ça, et là, je suis contente, j'ai compris. Oui. L'énergie cinétique de ces électrons dépend de la fréquence de l'onde. Oui. Et le nombre d'électrons arrachés au métal dépend de l'intensité. D'accord. Alors, attends. La fréquence, donc, c'est le nombre de courbes dans... Voilà, c'est ça, la fréquence de la lumière. Si vous mettez une lumière rouge, il y a une fréquence inférieure à de la lumière violette, par exemple. Ah, c'est ça, d'accord, c'est ça. Et l'intensité, c'est la puissance de la lumière. Oui, c'est ça. Parce que vous mettez... Plus ou moins forte. Parce que la lumière est forte ou pas. Voilà. Exactement. Ce qu'on fait avec notre le petit... Un variateur. Un variateur de lumière avec une lampe halogène, par exemple. D'accord. Et on se rend compte que l'effet photoélectrique se déclenche uniquement à partir d'une certaine fréquence de la lumière. Une certaine rapidité des ondulations. Par exemple, ça ne marche pas avec le rouge, mais ça commence à marcher à partir du orange. Ah, d'accord. Et après, ça marche avec l'orange, le jaune. Ok. Et ça, c'est incompréhensible si on considère la lumière comme une onde. Et pourtant, tu nous as dit que c'était une onde. Oui. Alors, la lumière est à la fois une onde et une particule, c'est ce qu'on va voir, la dualité. Ah, et là, on arrive comme nous. Si on considère ce phénomène, si on essaie de l'expliquer par une interprétation ondulatoire, alors on aboutit à une incompréhension qui fait que la fréquence d'une onde est liée aussi à l'énergie de cette onde, mais dans les équations qui traitent ça comme une onde, il n'y aurait pas de seuil. Oui. Les ondes telles qu'on les comprend ne généreraient pas d'effet de seuil à cet effet photoélectrique. Oui. Et pour ça, Einstein, 1905, c'est à peu près en même temps que la relativité restreinte, émet l'hypothèse que le rayonnement électromagnétique est lui-même quantifié et qu'il est composé de grains de lumière qu'on appelle d'abord quanta. Ah oui, c'est ça. Tu nous as expliqué ça déjà. Photon. Dans l'émission précédente, tu nous as dit effectivement que photon était l'ancien nom de quanta. Alors, quanta est l'ancien nom de photon. Oui. Ah, c'est plus exact, c'est dans l'autre sens. C'est ça. Et qu'un photon, un grain de lumière, porte une énergie qui s'exprime E égale H nu. Nu, c'est la fréquence. Oui, c'est pas un V en fait, c'est nu, c'est la lettre grecque. C'est le N grec, tout à fait, qui est la lettre un peu consacrée pour la fréquence. Avec le F, mais en physique des particules, c'est plutôt nu. Enfin, en physique de la physique quantique. H étant la constante de Planck. H, c'est la constante. C'est une constante. Également, oui.
qui définit le kilogramme, si vous revenez à la première émission, qui sert à définir les unités. Les mesures. Oui. Une fois qu'on a défini et la seconde et le mètre, la constante de Planck permet de définir le kilo, qui était auparavant défini comme le poids d'un étalon physique à Paris. H est une constante qui intervient dans l'équation de Schrödinger, qui intervient énormément dans toutes les physiques quantiques. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission d'avant, l'équation de Schrödinger est en vedette. Et l'équation fondamentale de la mécanique quantique, qui permet de calculer l'évolution d'un système à travers sa fonction d'onde. Absolument. Cet article d'Einstein lui vaut son titre de docteur en physique et un prix Nobel en 1921, donc 15 ans après. Einstein n'a pas eu le prix Nobel ni pour la relativité restreinte, ni pour la relativité générale. Il l'a eu pour cet effet photoélectrique. D'accord. Je pense que la relativité générale en a mérité un autre, ou les deux relativités. Mais voilà, curieusement, c'est pas forcément très connu. Bon, il a quand même été reconnu, malgré tout. Oui. Donc, premier effet problématique, j'ai envie de dire, à la fin du 19e, l'effet photoélectrique. On éclaire avec une onde un métal, il y a des électrons qui sortent, et le lien entre ces deux phénomènes est inexplicable par la physique qu'on connaît à ce moment-là. C'est ça. Donc, premier saut, quantification de l'énergie du rayonnement électromagnétique, E égale H nu. C'est ça. Donc là, on va vers la physique quantique. Einstein a été opposant à certaines parties de la physique quantique, mais a beaucoup contribué, beaucoup. Oui, parce que souvent, il est associé avec la paternité de la physique quantique, mais pas du tout, alors. Non, alors, il y a la paternité de la relativité, mais souvent, on dit Einstein n'aimait pas la physique quantique, il a toujours rejeté. C'est pas tout à fait exact. Il a beaucoup contribué, il a rejeté, il a été vraiment mal à l'aise avec certains aspects, on va en parler dans l'émission suivante, de la physique quantique, notamment l'aspect probabiliste et indéterministe. D'accord. Qui est vraiment au cœur de la notion de physique quantique. Deuxième effet qui posait problème, le modèle de Rutherford de l'atome. Alors, nous y voilà. Rutherford, qui est celui-là? C'est Ernest Rutherford, il était anglais, il me semble. Prix Nobel également, de chimie, pour avoir découvert le noyau atomique. D'accord. C'est-à-dire qu'il a... Le noyau de l'atome. Oui, il a envoyé des particules sur une feuille d'or, des électrons, il me semble. Il voit que les électrons sont, ou peut-être des protons. Non, pas des protons. Des particules positives, il envoie des particules sur une feuille d'or, il voit que des fois ça traverse, des fois... Des positrons. Non, ça existait. On les avait pas encore trouvés, c'était dans 20 ans, les positrons. Je me souviens de l'émission précédente. C'est ça, les positrons sont découverts 20 ans plus tard, en 1932. Mais il envoie des particules sur une feuille d'or, il voit que les particules parfois traversent, parfois sont déviées un peu, beaucoup, voire même sont renvoyées. Ah, d'accord. Donc ce sont des particules positives. En fait, il envoie des noyaux d'hélium grâce à de la radioactivité dite alpha. Et il voit que les noyaux d'hélium, des fois, sont simplement renvoyés vers lui, plus ou moins déviés, ou des fois traversent. D'accord. Quasiment sans être déviés, ce qui veut dire que la matière a des trous. Ah, c'est ça. Ça peut traverser. D'accord. Quand c'est renvoyé, c'est que c'est plein. Quand ça traverse, c'est qu'il y a des trous. Alors, en réalité, quand c'est renvoyé, c'est que le particule alpha est tombé pile en face du noyau. Oui. Interaction plus répulsion, le noyau est renvoyé. Quand il passe à proximité, il est un peu dévié. Et quand il passe très près, il est beaucoup dévié. Et quand il passe loin, alors il passe à peu près tout droit. D'accord. Et ça l'amène à faire l'hypothèse ou la découverte de l'existence d'un noyau positif au centre de l'atome. Avant, l'atome était une espèce de gelée avec des pépins dedans. Oui. Avec les électrons à l'intérieur du noyau, à l'intérieur de l'atome. Ouais. Et Rutherford dit non, il y a un noyau très massif au milieu. Et donc, on fait la différence entre l'électron et le noyau. Oui. À ce moment-là. On découvre qu'ils sont physiquement dissociés, séparés. C'est ça. Et les électrons ne sont plus des espèces de pépins dans une gelée de charges positives. D'accord. OK. Ça entraîne un problème de stabilité parce qu'on a une charge électrique en mouvement autour d'une autre charge et une charge électrique. Vous vous rappelez, pour que ça puisse orbiter autour, il faut une force centripète. Ah oui. Et donc, ça crée une accélération sur l'électron qui l'oblige à rester sur une trajectoire circulaire. Et on a un phénomène qui s'appelle le Bremsstrahlung, pour nos amis germanophones, littéralement rayonnement de freinage. Bremsen, c'est freiner, Strahlung, c'est rayonnement. C'est-à-dire qu'une particule accélérée, soit linéairement, soit accélérée pour la maintenir sur une trajectoire circulaire, rayonne. D'accord. Alors, c'est une propriété qui est très utilisée dans ce qu'on appelle les synchrotrons. Vous avez en bas une image du synchrotron de Grenoble. C'est le rond juste en bas au milieu, au premier plan. D'accord. Qui est une installation de classe mondiale. Donc le SRF
Mais ça, c'est à l'extérieur, c'est quelque chose qui est dehors, ça? Bah, ce que vous voyez, le cercle, en fait, abrite un tube dans lequel on fait circuler des électrons. Au CERN, on les fait circuler pour qu'ils se collisionnent. Oui. À Le l'ESRF, on les CERN, c'est fait à Genève, circuler, hein? oui, pour qu'ils rayonnent. C'est-à-dire qu'on va récupérer, c'est ce que montre le dessin vert et jaune, c'est-à-dire que quand on courbe le trajet d'une charge électrique, Oui. il y a un rayonnement qui va partir tangentiellement. D'accord, c'est la partie jaune qu'on voit. La partie jaune. Et si vous mettez un objet à l'endroit de la partie jaune, vous allez pouvoir voir l'influence qu'elle va avoir sur ce sont des rayons X qui vont la traverser. Et à droite, on a une émission, par exemple, un cliché de diffraction. Donc c'est de la cristallographie des protéines. On regarde comment les rayons X sont déviés, enfin sont modifiés, comment ils vont interagir avec une protéine cristallisée. Et on a une figure d'interférence, une figure de diffraction, qui va permettre de remonter via les calculs à la structure en 3D de notre protéine. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire à l'ESRF. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec du rayonnement synchrotron, et ça, c'est une installation de très très grande qualité qu'on a à Grenoble, pas très loin de chez moi. Bah oui, toi, tu es à Annecy. Voilà. Moi, j'ai étudié à Grenoble. D'accord. Il y a un gros pôle de physique à Grenoble. D'accord. Ce qu'on appelle la physique du solide, la physique des matériaux, vraiment de classe mondiale, avec énormément d'installations. D'où ta passion pour l'étude de la physique. C'est la passion qui m'a amené à Grenoble. Ah d'accord, d'accord. Et donc il y a beaucoup d'installations sur ce polygone scientifique et dans toute la ville de Grenoble. C'est vraiment un pôle très important, universitaire et de recherche. Total respect pour les Grenoblois. Oui, et les chercheurs grenoblois. Les chercheurs grenoblois. Et si on calcule ce rayonnement de freinage émis par notre électron autour du noyau, alors il devrait s'effondrer sur le noyau au bout de 10 nanosecondes. Oui. On peut dire que la durée de vie de l'atome, ça serait 10 nanosecondes. Ouais. Donc si c'était le cas, on n'aurait jamais vu un atome exister. D'accord, bah oui. La durée de vie d'un atome, avant que l'électron s'écrase sur le proton, c'est 10 nanosecondes. Donc là, il y a un problème. Ce modèle dit planétaire, comme la Terre qui est en orbite autour du Soleil, oui. avec l'électron en orbite autour du proton, arrive à une contradiction si on calcule l'émission de rayonnement qui devrait être faite par cet électron. D'accord. Donc, il fallait chercher autre chose. Donc là, on a deux phénomènes, l'effet photoélectrique et la stabilité de ce modèle de l'atome, qui posent vraiment problème. Et c'est ce qui a amené à l'émergence de la physique quantique, à la nécessité d'une nouvelle physique. C'est ça, voilà. Parce qu'il y avait des phénomènes inexplicables et en contradiction avec la théorie, il fallait trouver une autre théorie. C'est ça. Okay. Expérience des fins de Jung, ça c'est une expérience vraiment fondamentale en physique. Donc Jung, ça ne s'écrit pas du tout comme le psychanalyste, qui s'écrit avec un J. J-U-N-G, non, voilà, c'est ça. Pas les mêmes. Donc, mais c'est la même, c'est un homonyme, mais pas avec la même orthographe. C'est une expérience qui date de 1801 et qui met en évidence la nature ondulatoire de la lumière. Ah. Ça, si vous reprenez peut-être l'émission sur les ondes, oui. On explique un peu. Donc c'est expliqué par la nature ondulatoire de la lumière, le fait que ce soit une onde. On prend une source S1 à gauche, avec le point A, qui va émettre de la lumière, donc des ondes plutôt de forme circulaire. Vous voyez que ce sont des arcs de cercle, comme si on jette un caillou à la surface de l'eau. C'est ça. Mais des ondes circulaires. Ça fait des ronds dans l'eau. Oui. Sauf que là, ce sont l'émission d'ondes électromagnétiques. L'onde va arriver sur deux fentes localisées en B et C, des fentes avec une toute petite largeur. D'accord. Pour que ça soit vraiment petit. On peut le faire avec des cheveux aussi. Ça, c'est la façon dont je l'avais présenté dans l'émission sur les ondes. Donc, typiquement, c'est une fraction de millimètre. Et en B et en C, il va se passer une réémission de la lumière. B et C vont être des sources qu'on appelle secondaires. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que la lumière soit monochromatique. Sinon, après, on ne voit pas le phénomène qu'on appelle d'interférence. C'est-à-dire que l'onde émise par B et l'onde émise par C vont se combiner sur l'écran qui est tout à droite. Le F. Voilà. Et selon l'endroit où vous vous trouvez dans l'écran, vous allez avoir une distance qui est différente par rapport à B et par rapport à C. Oui. C'est-à-dire que la longueur d'onde de la lumière aura fait un trajet d'une longueur différente. Oui. Et si la différence de ce trajet est égale à un nombre entier de longueurs d'onde, alors ce qui était le maximum de l'une va être coïncider avec le maximum de l'autre. S'ils ont fait... Je le refais. Oui, parce que j'étais hyper contente, j'ai tout compris jusqu'à temps que la lumière arrive sur F.
Et ce que je veux dire, Sur F, en fonction de l'endroit où je me trouve, oui. depuis B et depuis C, les 2 faisceaux vont avoir fait des trajets différents. Oui. Oui, selon mon point d'observation. Oui, oui. D'accord. Là, on est en physique un peu classique. D'accord. Donc, selon l'endroit où je vais me placer Oui. sur l'écran, D'accord. depuis B et depuis C, ça va faire des longueurs différentes. Oui, on est d'accord. Donc, la lumière va avoir oscillé un nombre de fois différentes. Oui, oui, d'accord. Si la différence entre ces 2 trajets est pile une longueur d'onde, Oui. ou plusieurs longueurs d'onde, alors elles vont arriver ce qu'on appelle en phase. Ah! Les creux de l'une vont coïncider avec les creux de l'autre. D'accord. Et les pics avec les pics. Oui. Donc, on va avoir une combinaison. Ça va intensifier? Oui, ça va intensifier. Bah oui, parce que a priori, les creux, voilà, ça s'ajoute. Les pics s'ajoutent aux pics de l'autre. Voilà, et les creux s'ajoutent aux creux. Et comme les pics et les creux sont une oscillation temporelle, on va dire que on va regarder les pics s'ajoutent et l'intensité lumineuse est forte à cet endroit-là. Voilà, ça, je comprends. Si par contre, on se déplace un tout petit peu et la différence de trajet est une demi-longueur d'onde, alors le pic de l'un va arriver avec le creux de l'autre et ça va s'annuler. Et donc, il va y avoir du noir. Voilà. Ah ben là, j'ai compris, dis donc. Donc, une lumière peut en annuler une autre. Ça, c'est dingue. Ça, c'est un phénomène d'interférence. Ouais, mais tu nous avais parlé de ça avec le son. Exactement. Ouais. Une onde sonore peut annuler une autre tu nous l'avais si elle est, c'est ce qu'on appelle en opposition de phase. Ouais, ça c'est fascinant. Hein. Oui. Comment on peut faire des casques anti-bruit qui, en fait, modifient le... Parce que j'avais bien compris. Envoie des ondes compensatrices. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est dingue, ça. Oui. Donc, le casque calcule où est l'oreille. Ouais. En fonction du signal, j'envoie une onde sonore. Ça, tu nous l'avais très bien expliqué dans l'émission sur les ondes. Oui. Tu vois, à tel point que je l'ai compris et retenu. Et retenu. Ça fait déjà quelques semaines. Ce qui est quand même un exploit. Donc ça, vous pouvez taper expérience des fentes de Young, vous aurez des explications plus détaillées de ce phénomène. On calcule, ça j'ai fait ce calcul moi, pendant mes études, la figure d'interférence. Et on utilise les lois dites de Fresnel, qui sont les lois de l'optique absolument classiques. D'accord. Et on obtient en bas à droite une figure d'interférence avec des raies. D'accord. Les fentes, les raies sont dans le même sens que les fentes. D'accord. Là, on a une vision de dessus. On voit les montages du dessus. D'accord. Et en dessous, on voit la figure d'interférence de face. D'accord. On voit bien des raies, comme ça, verticales, avec cette alternance de bandes de raies claires et de raies sombres. Oui, tout à fait. Donc, aux endroits où les raies sont claires, les ondes se rencontrent en conjonction de phase, en phase, et les raies sombres, elles se rencontrent en opposition de phase. Ok. Et donc, c'est comme ça qu'il y a des endroits où c'est éclairé intensément et des endroits où c'est noir. C'est noir. Ouais. C'est fou. Donc, la lumière peut annuler dans des conditions particulières. Ça paraît tellement étonnant de voir on ne peut pas prendre 2 ampoules et annuler les rayons. Que ça soit une seule ampoule au départ, une seule couleur, avec un montage qui... C'est ça. Et j'ai bien compris là. Hop, émission, 2 trous pour laisser passer la lumière et après un écran qui reçoit et où là, selon l'endroit où on se trouve, à cause de la longueur des ondes, eh bien, il y a cumul ou opposition. En raison de la différence de longueur de trajet. C'est ça. Et en bas, vous avez le dessin. Je suis fière. Fait par Thomas Young. Et oui, c'est une notion, effectivement, c'est important de la comprendre parce qu'on va la réutiliser. Notion d'interférence constructive et destructive. Ok. Et en bas à gauche, vous avez le dessin de Thomas Young lui-même. La manière dont il l'a représenté. Par analogie avec des vagues à la surface de l'eau. D'accord, oui, ok. Donc c'est vraiment une expérience fondamentale en physique, la nature ondulatoire de la lumière qui est prouvée là, et que la lumière un faisceau peut en annuler un autre, annuler l'intensité d'un autre. Qu'est-ce qui se passe quand on le regarde au niveau de la mécanique quantique? Donc des personnes ont fait l'expérience de émettre un seul quantum à la fois, photon par photon. Oui, donc un photon, un seul photon. Ça, c'est après la découverte du photon, on a vu que la lumière est à la fois une onde et un photon. Donc si on fait l'expérience quantiquement avec des photons, c'est-à-dire qu'on émet un photon, on laisse faire son trajet, on émet un deuxième photon, on laisse faire... Et petit à petit, on passe de A, B, C jusqu'à E, et on voit que la figure d'interférence apparaît petit à petit. D'accord. Sauf que dans l'interprétation de Young, on a bien une onde qui interfère avec une autre. Oui. Mais là, dans le phénomène quantique, on envoie un électron par un électron. Oui, donc comment peut-il interférer puisqu'il est seul? C'est ça, il interfère avec lui-même. Exactement. Bravo, tu viens de paraphraser Dirac. Dirac, il m'a inspiré. Je vais canaliser Dirac maintenant. C'est la phrase qui est écrite exactement comme ça, on va y arriver. Donc c'est impossible à interpréter par un phénomène classique. Ok, moi ça ne me pose aucun problème. Qu'un quantum, alors je dis quantum parce que ça peut être fait avec des photons ou des électrons. Oui.
qu'un quantum interfère alors qu'il est tout seul est une notion complètement inexplicable en termes classiques. Je comprends. C'est un phénomène purement quantique. Et l'interprétation quantique, c'est que notre quantum émis par la source va, lorsqu'il franchit les fentes, prendre un état superposé. C'est ça, cette fameuse superposition dont tu as parlé lors de notre première émission pour expliquer les phénomènes quantiques, justement. D'accord. Il y a des postulats. Donc, ça va s'écrire alpha sur un facteur numérique. Quantum est passé par la fente du haut, plus un autre facteur numérique. Quantum est passé par la fente du bas. D'accord. C'est-à-dire que le photon, le quantum ou l'électron, est dans cet état superposé. Ok. Et à partir de ce calcul, on peut calculer en tout point de l'écran la probabilité qu'on l'y trouve. D'accord. C'est-à-dire que là, je ne fais plus un calcul d'interférence avec les lois de l'optique, mais un calcul avec l'équation de Schrödinger qui dit alors quelle est la probabilité que je le trouve ici, ici, ici. Et on se rend compte que c'est la même loi mathématique que la figure d'interférence. Ça se rejoint complètement. D'accord. Par des approches totalement différentes, optique classique ou mécanique quantique, on voit qu'on a les mêmes résultats. Okay. Avec donc ce cumul ou cette annulation. Oui. Ok. D'accord. Et donc on dit que le quantum passe par les deux fentes à la fois. Et Dirac a écrit ça sous la forme de « il interfère avec lui-même ». Ah ben exactement. Bah moi je pense que Dirac a raison. La réalité lui a donné raison. C'est logique. Ce qui est assez fou, c'est que si on masque une des deux fentes, il n'y a plus de figure d'interférence. Il n'y a plus qu'une. Il n'y a pas deux. Il y a plus. Oui, c'est ça. Il n'y a plus deux ondes en fait. Il n'y a plus qu'une seule. Oui. Alors, il n'y a toujours qu'un seul quantum. Il y a toujours un seul photon. Et quand le photon a la possibilité de passer par les deux fentes d'interférence, quand on en masque une, alors il n'y a plus d'interférence. Oui, c'est ça. Il n'y a plus d'interférence parce qu'il n'y a plus qu'une source d'émission. Oui, de réémission. Oui. De réémission. Il n'y a plus qu'une fente. Alors la source de réémission, ça va être l'approche classique, où c'est une onde qui est en arrivant sur une fente est réémise. Dans l'approche quantique, c'est juste le photon passe à droite et à gauche. C'est dire où non. C'est assez contradictif. Il passe par les deux. Et donc la figure à deux fentes est différente de la superposition des deux figures à une fente. On a vraiment un phénomène qui ne se produit que lorsque les deux fentes sont ouvertes. D'accord. Ok. Voilà un phénomène quantique qui est inexplicable par les par la physique, par la mécanique classique. Et l'optique. Ce qui permet d'introduire la notion de dualité onde-corpuscule. Moi, j'en parle des fois de ça. Oui, j'espère que tu ne m'écoutes pas quand je dis des choses comme ça. Je ne me rappelle pas avoir entendu ça. Sinon, tu m'aurais condamné. Je t'aurais appelé. C'est le principe selon lequel, là on l'a vu pour une onde électromagnétique, pour la lumière, mais tous les objets physiques, peuvent avoir parfois les propriétés d'une onde, parfois les propriétés d'un corpuscule. Moi, j'ai beaucoup entendu Aziz El Amrani, qui est un médecin qui parle beaucoup de ça. Donc, c'est dans ce sens-là où j'ai repris, mais parce que je le sens aussi très fort en moi, en fait. Le phénomène ondulatoire et le phénomène corpusculaire, on peut dire ça. C'est ça. L'expérience de Van de Jong, d'ailleurs, fait une démonstration de cette dualité déjà. Les interférences montrent un comportement ondulatoire. Oui. Et par contre, la détection sur l'écran, quand on voit un photon sur l'écran, on le détecte en tant que l'impact d'une particule. Donc déjà, dans cette expérience, on a les deux aspects, la dualité la dualité de comportement. On a en haut à droite la métaphore du cylindre, selon qu'on regarde. Ah ouais, j'adore cette image, effectivement. Selon ce qu'on regarde, on peut voir la projection de l'ombre, en fait, sous forme de carré. De carré, de cercle. Ou alors, quand on s'extrait, on voit une vision plus complète. Cette relation en dualité en corpuscule a été exprimée par Einstein pour le photon. Rappelez-vous, E égale h nu. Relation dite de Planck-Einstein. H étant la constante de Planck. Et c'est généralisé à toutes les particules par De Broglie. C'est ça, encore un autre. Louis De Broglie. Mais connu aussi avec la physique quantique, lui. De c'est ça. Il a eu un prix Nobel pour ça, d'ailleurs. D'accord. Donc 1924, on est juste un an avant l'équation de Schrödinger. Et on est 20 ans après l'effet photoélectrique d'Einstein. Donc il a fallu 20 ans pour que l'hypothèse, l'interprétation d'Einstein pour les photons soit généralisée à toutes les particules. D'accord. Et la longueur d'onde d'une particule, de tout corps, c'est lambda égale h constante de Planck divisé par p, c'est l'impulsion, la quantité de mouvement.
qui est liée à la vitesse de la particule. D'accord. Et nous-mêmes, en tant qu'être macroscopique, on a une longueur d'onde. Oui. Mais qui est tellement infinitésimale qu'il n'y a pas d'effet quantique. C'est toi qui le dis. Dans ce formalisme-là, nous avons aussi une longueur d'onde. D'accord, chacun de nous. Oui, mais c'est une longueur d'onde qui est tellement microscopique qu'elle est négligeable, qu'elle ne peut pas avoir d'effet. Ouais. Physique. Oui. On peut calculer une longueur d'onde associée à mon corps ou au tien, mais le corps est tellement gros, la longueur d'onde est tellement faible que ça n'a aucune conséquence quantique. Nous n'avons pas de comportement quantique au niveau de notre corps. Ok, d'accord. Oui, parce que quand on parle des longueurs d'onde, c'est plutôt au niveau psychologique. On est sur la même longueur d'onde, de pensée, de conscience, de connaissance. Alors moi, je ne suis pas du tout sur ce registre-là, mais oui. Mais là, c'est la longueur d'onde physique. Oui, c'est ça. Là, tu parles bien de la longueur d'onde physique, c'est important. À mon corps avec sa quantité de mouvement. Quantité de mouvement, c'est masse fois la vitesse. D'accord. Donc, plus c'est lourd, plus ça va vite, et plus la longueur d'onde est faible. D'accord. Donc, comme je suis très lourd par rapport aux échelles quantiques, alors ma longueur d'onde est vraiment très petite. C'est ça. Et donc, d'où le lambda égale constante de Planck divisé par P, c'est l'impulsion. C'est masse fois vitesse. Ouais, c'est la quantité de mouvement en français, c'est plutôt. Ouais. Et donc, je n'ai pas d'effet quantique à l'échelle d'un corps. Donc, la longueur d'onde se mesure, enfin, l'unité, c'est lambda. Lambda, non, c'est le nom, c'est des mètres. D'accord. C'est une longueur. D'accord. C'est la longueur entre deux pics successifs du monde. Ok. Ça, on l'a vu dans l'émission sur les ondes aussi, oui. les phénomènes périodiques. Oui. L'expérience des fentes de Young a été réalisée avec des électrons en 1927, avec des fullérenes. C'est quoi ça, des fullérenes? C60, c'est du carbone? C'est le footballène. Oui, on a ça dans l'émission sur le carbone, l'émission numéro 6. Absolument. On l'a vu, les fullérenes, c'est ça y est. Version dite allotropique du carbone. J'aurais pas retrouvé le mot toute seule, mais maintenant que tu le dis, ça me rappelle quelque chose. C'est le C60, on l'appelle le footballène parce que c'est la forme d'un ballon de foot. Ah, c'est ça. Avec des hexagones et des pentagones. Oui, je me souviens. Et ça a été réalisé en 2019 avec des macromolécules. Vous avez une illustration à droite. Donc une molécule avec une masse molaire de 25 mg par mol. C'est des molécules avec des centaines, pour ne pas dire des milliers d'atomes. D'accord. Et là, on a pu constater des phénomènes quantiques, même pour des molécules, des macromolécules. D'accord. C'était la première fois. Plus c'est gros, moins il y a d'effets quantiques. On va en reparler. Ah oui, c'est ça. Donc avec des électrons ou des photons, oui. Avec des fullérenes, déjà, c'est quand même plus gros. Avec des macromolécules, c'était moins. Donc c'est la limite, en fait. Peut-être qu'ils vont aller plus loin, mais il a fallu quand même 90 ans pour passer des électrons aux macromolécules. D'accord. Donc les montages expérimentaux sont quand même nettement plus complexes. Mais on peut exhiber des phénomènes quantiques avec des macromolécules. Alors, expérience des fentes de Young, on continue. Avec la version corpusculaire. Parce que là, on l'a vu avec les ondes, donc maintenant, on le voit avec les corpuscles. Voilà, avec des électrons, qui sont aussi des ondes. Avec le photon est à la fois une onde et une particule. C'est ça, le photon. Et l'électron est à la fois une particule, l'approche initiale, et à la fois une onde. D'accord. Ah oui, donc ça veut dire que tous les éléments peuvent être considérés comme ondes et particules. C'est De Broglie, dualité onde-corpuscule. C'est là pour tous les corps, y compris pour un corps humain. Et c'est marrant qu'on dise la dualité, parce que c'est vraiment ça. L'être humain est aussi fait de particules et d'ondes. De par nos éléments. Je dirais pas, oui. Mais l'être humain se comporte vraiment dans une notion corpusculaire. Après, on peut écrire la fonction d'onde de tous mes électrons, mes noyaux, etc., comme des ondes. Mais macroscopiquement, on se comporte la longueur d'onde de Planck de Broglie est tellement faible qu'on se comporte comme des corps. Ok. Et non pas comme des ondes. Non. C'est lié au phénomène de décohérence quantique qu'on va voir à la fin. Bon. Ce qui est visible à l'échelle microscopique ne se transfère pas, ne se transmet pas à l'échelle macroscopique. Pour l'instant. Hein. Parce que moi, j'ai pas dit non à la transfiguration. Hein. Non, donc, après... au phénomène de l'onde qui viendrait bouger mes particules. Oui, pour l'instant, au niveau quantique, les équations montrent que c'est quand même très difficile à transposer au niveau macroscopique. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi jusqu'à présent. Non. On n'est pas encore prêt de traverser un mur par la force de la pensée. Ah, mais parce que tu crois encore que c'est la pensée. Peut-être ça peut être autre chose que la pensée. Expérience en 1961, c'est une simulation plutôt, avec
deux sources d'électrons qui vont interférer pour donner la même figure en forme de raie que pour les photons de l'expérience de la fente de Young 160 ans auparavant. Ok. Juste pour montrer la similarité, même si là c'est une simulation comparée à une expérience, mais on voit que et là, c'est pareil avec les raies, donc la lumière intense et l'absence de lumière. Donc, effectivement, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. D'accord. Avec une figure d'interférence d'électrons qui est la même que la figure d'interférence des ondes électromagnétiques. Ok, donc ça, c'est en correspondance. Oui. D'accord. Problème de la mesure, question fondamentale en mécanique quantique. Rappel, on vient de voir que dans l'interprétation quantique, une particule passe par les deux fentes en même temps. Oui. Et il y en a qui se sont posé la question, qu'est-ce qui se passe si je cherche à... Bon, on dit en même temps, mais je suis sûr que c'est une des deux. Qu'est-ce qui se passe si je regarde laquelle? Je regarde une seule des fentes. Je surveille les deux fentes pour voir par laquelle l'électron est passé. Ah oui. Avant d'aller interférer sur l'écran. Ok. Parce que c'est quand même difficile à accepter qu'il passe par les deux fentes en même temps. Ah oui, pourquoi? Philosophiquement, qu'il soit passé par deux endroits en même temps. Ah oui, c'est ça. Une même chose qui pourrait se passer dans deux endroits en même temps. Oui. Et l'expression de la fonction d'onde avec nos quêtes alpha plus bêta de tout à l'heure montre que la fonction d'onde indique bien clairement que on est passé par les deux. Oui, alors. Et là, il y a des chercheurs qui ont fait l'expérience. Et si j'essaye quand même de savoir par laquelle fente elle est passée. On a fait l'expérience avec des électrons. On arrive à savoir, quand on voit l'électron sortir, passer par la fente, on arrive à détecter par laquelle il est passé. Oui. Mais quand on fait ça, la figure d'interférence disparaît. Ah oui? C'est-à-dire que quand tu limites ton observation à une seule fente? Non, c'est quand on regarde. Quand on regarde, l'électron n'interfère plus. Pour que l'électron interfère, il ne faut pas qu'on essaie de savoir par quelle fente il est passé. Mais c'est dingue ça. Mais ça veut dire que celui qui observe détermine le résultat? Oui. Alors, c'est pas qu'il détermine, c'est qu'il oblige. Il pousse le système à prendre le cas, je suis passé par la 1, je suis passé par la 2. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'on va détruire la superposition. On entraîne ce qu'on appelle un effondrement de la fonction d'onde. Mais donc ça, c'est parce que simplement on décide de regarder par quelle fente il passe. C'est comme si, en faisant ça, on interdisait à la deuxième fente de laisser passer le... C'est qu'on interdit à l'électron de passer par les deux en même temps, quand on regarde. C'est dingue, ça. C'est lié au postulat. Le premier postulat, c'est quand on est dans un état superposé. Oui. Donc, état superposé, mon électron est passé par les deux fentes en même temps. Oui. Oui, c'est ça, il y a une superposition. Et la mesure entraîne ce qu'on appelle une réduction du paquet d'ondes, un effondrement de la fonction d'onde. Et l'électron va devoir choisir, prendre un état, je suis passé par la 1 ou par la 2. Il t'obéit, en fait. C'est pas qu'il obéit, il réagit à la mesure en prenant un des deux états possibles du système, ce qu'on appelait les valeurs propres, les états propres. Les deux états propres, c'est je suis passé par la 1 ou par la 2. D'accord, ok. La physique quantique dit je suis passé par les deux, mais quand on regarde avec des photons, on envoie des photons et on regarde comment ça se passe, alors on oblige le système, on pousse le système à dire maintenant c'est l'un ou l'autre. Et si c'est l'un ou l'autre, il n'y a plus d'interférence. Mais toi, scientifique comme tel, là, ça ne te pose aucun problème, ça? Philosophiquement, moi, ça fait quand même quelques années que je baigne là-dedans, mais si, ça reste, d'où la remarque de Feynman, personne ne comprend la mécanique quantique. Je comprends. C'est sur ce genre de phénomène. Oui, je comprends qu'on dise ça. Parce qu'effectivement, il y a quand même une conséquence du regard sur l'objet observé, là, on peut dire ça. Oui, c'est le problème de la mesure. Ça fait partie des postulats, c'est le postulat numéro 5, réduction de la fonction d'onde. Ça relativise quand même toutes les recherches, non? Pourquoi relativiser? Parce que c'est pas du résultat absolu, c'est du résultat qui dépend de l'observateur. Alors en mécanique quantique, oui, comme je disais dans l'émission précédente, si tu regardes la Lune à travers une lunette, oui, ça ne change pas grand-chose. Ça ne va pas changer son orbite. C'est ça. Là, on est sur des phénomènes microscopiques. C'est ça. On regarde les particules une par une. Un électron, ok, il est passé où? Et ce phénomène apparaît. C'est vraiment les particules. Et on voit qu'il n'y a pas d'interférence, même si on observe la fente par laquelle il n'est pas passé. J'observe une fente et je vois qu'il n'est pas passé par là, c'est donc qu'il est passé par l'autre. Et j'ai perdu l'interférence aussi.
Ouais. C'est pas juste qu'on l'ait vu, c'est qu'on est observé. Ouais. Ok. Même si tu vois pas le photon se déplacer, effectivement, tu Je sais qu'il n'est pas passé par la une, donc c'est ouais. qu'il est passé par la 2, donc je le sais. Ouais. Et ça veut dire que le photon ou l'électron, le quantum, a pris un état fente 1 ou fente 2. Je suis passé du et au ou. Ouais, c'est ça la mesure en physique C'est ça, quantique. c'est ça. Je passe d'un état superposé, j'ai l'un et l'autre, Oui, c'est ça. à la Je ne prends mesure. qu'un état. La mesure oblige, pousse le système à s'effondrer dans un de ses états propres, la fente de gauche ou la fente de droite. C'est dingue. Ouais, c'est intéressant, hein. Oui, philosophiquement, c'est un peu étourdissant. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que les sauts de paradigme de pensée sont compliqués à faire. Ouais. Et c'est pour ça que des gens comme Bohr ou Feynman disent que personne ne comprend la mécanique quantique. Mais je comprends, bah oui. Parce que c'est bon, on constate, mais philosophiquement, c'est dur à appréhender. Est-ce que tu dirais, toi, que ça met en évidence l'interférence de l'homme avec la matière? Ou pas du tout? C'est exagéré de le dire. Encore une fois, ça rejoint les raisons pour lesquelles j'ai fait cette émission. C'est clairement le cas à cette échelle. Mais après, souvent, on s'en sert pour l'intrication quantique pour dire nous ne sommes tous qu'un, parce qu'on a un jour trouvé 2 électrons intriqués. La généralisation, pour moi, est un peu périlleuse. C'est ça. Elle est tentante de se dire nous sommes des êtres quantiques, etc. Mais ce qu'on mesure pour des électrons individuels est, à mon sens, difficilement généralisable à des systèmes macroscopiques. Ça outrepasse notre droit, en fait. Pour moi, c'est périlleux. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas démontrer que c'est faux. C'est spécieux. Mais attraper la physique quantique, s'en emparer et puis dire voilà, on a des photons intriqués, donc nous, on peut communiquer, nous sommes tous liés, on peut communiquer par télépathie, etc. Pour moi, c'est périlleux. Et c'est instrumentaliser la physique quantique d'une façon qui, moi, me dérange. Moi, je dis qu'on peut quand même communiquer de conscience à conscience. Je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis mais par contre, le prouver par la physique quantique et ces équations-là, ça, c'est usurpé. Voilà. Moi, ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est tentant. C'est tentant. Comme on n'accorde pas vraiment de crédit à nos capacités psychospirituelles non officielles, et évidemment qu'on est tenté d'aller chercher des preuves de l'expérience dans d'autres sciences. Mais c'est ça qui nous pose problème. Moi, je me dis, mais accordons du crédit à notre expérience. Oui. Ça suffit à soi-même. Oui, pas la peine d'aller essayer de tordre la physique quantique. Exactement. Faire des raisonnements un peu sinueux pour se justifier. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis agacée quand j'entends des spiritualistes qui disent c'est prouvé par la physique. Mais non, c'est pas besoin. Ça, c'est l'argument ultime. Ah, c'est ça. L'expérience a montré, une étude a montré que. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, mon propos, c'est de vous montrer voilà, les expériences telles qu'elles ont été faites et ce qu'elles disent vraiment et où s'arrête leur interprétation et leur généralisation potentielle. C'est ça, ok. Leur extrapolation. Exactement. Parce qu'il y a de l'extrapolation. Oui. Un peu sauvage par moment. Oui, et toi, ça ne t'empêche pas d'avoir par ailleurs des expériences de conscience qui ne sont pas ordinaires, on va dire. Oui, qui ne relèvent pas du domaine de la science. Oui, par exemple, tu participes au séminaire que j'organise, donc ça va, ça. Oui, mais c'est... Oui, ça c'est terre à terre. Tu supportes. Ah oui, c'est terre à terre, oui. Plus que la physique quantique. Plus que les émissions de 20h, à mon sens. Ah oui, c'est plus concret. Hein. Mais un peu plus horizontal que vertical. D'accord, c'est ça. Et il n'existe aucun moyen de savoir par quelle fente le quantum est passé sans éliminer le phénomène d'interférence. Oui. Si on regarde, on oblige le système à prendre un état. Et attention, l'incertitude quantique qui concerne le passage par une fente ou l'autre, c'est caractéristique de l'état du système. C'est pas qu'on ne sait pas, en tant qu'observateur, ça fait partie de l'état du système. D'accord. Si je fais un pile ou face, je mets la pièce sur ma main, je sais c'est pile ou face. Oui, il y a deux possibilités. Je suis dans un état d'ignorance. Mais je sais que c'est pile ou face. Là, on n'est pas dans un état d'ignorance. C'est le système a les deux. D'accord. Ma pièce, c'est pile ou face. Là, c'est et. D'accord. Et c'est ça le passage du quantique au classique. C'est d'une superposition à un état ou l'autre. D'accord. Donc, c'est pas juste que je sais pas, c'est que c'est fait partie de la caractéristique du système. Ok. Et ça, philosophiquement, c'est important. L'effet tunnel. La définition, c'est
le franchissement d'une barrière de potentiel par une particule, même si son énergie n'est pas suffisante. Là, l'exemple du mini-golf, on se rend bien compte que si on ne tape pas assez fort, elle va monter sur la pente et elle va redescendre. En mécanique quantique, même si on ne tape pas assez fort, elle peut passer par en dessous. C'est l'effet tunnel. D'accord. C'est pour ça que j'ai mis l'illustration du mini-golf. On voit bien... Mais tu veux dire, elle peut passer par calcul, enfin, c'est-à-dire que le calcul montre qu'elle passe. Ah oui, on l'a vu, on a récupéré des particules de l'autre côté. D'accord. Alors que normalement, elles n'avaient pas assez d'énergie pour aller de l'autre côté. Pour traverser ou pour passer par-dessus. D'accord. C'est l'effet tunnel. D'accord. Ce qu'on voit ici. Donc en haut à droite, si vous voulez passer au-dessus de la butte, il faut monter. Oui. Physique classique, il faut monter sur la pente. Oui. Physique quantique, on a une probabilité non nulle de traverser. C'est-à-dire de passer, d'où le nom d'effet tunnel, on passe en dessous. Mais en dessous, alors, ça veut dire qu'on traverse la matière. Là, tel que tu nous montres. Oui, alors en physique, oui. Encore une fois, ça c'est une illustration. On n'est pas encore à traverser des murs. Oui, mais quand même, c'est ce que tu nous dis. C'est-à-dire que l'information peut passer du point A au point B sans emprunter la voie extérieure, mais en empruntant la voie intérieure. Alors qu'elle n'a pas suffisamment d'énergie normalement pour traverser. C'est ça, mais elle traverse quand même. Mais c'est ce qu'on appelle une barrière de potentiel. Ah, d'accord. Une colline est une barrière de potentiel énorme. Une barrière de potentiel, ça peut prendre plus de formes. C'est une forme plus générale en mécanique quantique. Donc c'est un effet purement quantique qu'on ne peut pas expliquer par la mécanique classique. La fonction d'onde, on voit en bas, c'est l'oscillation rouge à gauche. Oui. On voit qu'elle a une énergie E qui est inférieure à V0, c'est-à-dire le sommet qu'elle devrait avoir à traverser. Mais c'est une barrière de potentiel. Il ne faut pas voir ça non plus seulement comme une colline qu'il faudrait escalader. Quand la fonction d'onde arrive sur cette barrière de potentiel, elle ne s'annule pas. Elle continue. L'équation de Schrödinger dit qu'elle ne s'annule pas. Par contre, elle n'oscille plus, mais elle a une décroissance exponentielle. Elle va décroître. Et à la fin, on va récupérer une probabilité non nulle qu'elle soit de l'autre côté. Et donc, mais par contre, elle est très atténuée. C'est-à-dire, oui, l'atténuation de la fonction d'onde... L'oscillation est moins ample. Oui. Alors, ça se traduit avec la fonction d'onde. Comme la probabilité de la trouver derrière, elle est faible. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'une fois sur 10, ça va traverser. C'est ça que ça dit. Ça ne veut pas dire que le signal s'est amenuisé. Ça, c'est une fonction d'onde. Oui. Ça veut dire que la probabilité, on a 100% à gauche, et de l'autre côté, on récupère 1, 5, 10%. Donc une fois sur 100, une fois sur 20, une fois sur 10. Je vois que tu es allé chercher Sisyphe, là. Oui, avec sa pierre. Oui, qui monte. Alors, le mythe de Sisyphe, on s'en souvient, hein, celui qui monte inlassablement sa pierre en haut de la montagne, qui la lâche quand il arrive, et puis qui dégringole, et il recommence. Il recommence, voilà. J'étais sûr que ça te plairait d'expliquer ça. Absolument. Et Sisyphe, s'il y avait l'effet tunnel, il pousserait, il passerait par en dessous, il la récupère de l'autre côté. Génial. Ça serait moins d'effort pour lui. Mais il n'y aurait pas de mythe. Il n'y aurait pas de mythe. Et ce serait pas rigolo. Parce que ça ne nous rappellerait pas combien on est tenté de refaire sans cesse les mêmes expériences sans en tirer les enseignements. Hein, alors que justement, tout est là pour que nous tirions les enseignements de nos expériences. Voilà. Et que nous ne recommencions pas les mêmes bêtises. C'est possible. Les mêmes efforts qui aboutissent au même résultat. Les mêmes expériences désastreuses et tragiques. Insanity is continuer. Errare humanum est, diabolicum, perseverare diabolicum est. On parle latin ici. C'est ça. L'effet tunnel est un effet aléatoire. C'est-à-dire que vous envoyez 100 particules, il y en a une qui va passer. Et vous ne saurez jamais laquelle à l'avance. Ah. Parce que la fonction d'onde, vous dites, à la sortie, il y a 1% de chance d'être là. Oui. Et en termes d'expérience, ça va se traduire par, vous prenez le nombre de particules en entrée, vous multipliez par la proportion, par la probabilité, et vous avez le nombre de particules en sortie. Oui. Mais on ne peut jamais savoir à l'avance laquelle. Et ça doit être agaçant pour un physicien. Ça peut, c'est pas forcément agaçant, mais c'est une donnée à prendre en compte. Oui, c'est ça. Donc, il faut être humble là, finalement. Et ça, se dire c'est aléatoire, je ne peux pas savoir. On ne peut pas savoir. Et on va reparler dans l'émission suivante sur tout ce qui est la communication quantique. D'accord. Ah oui. Un peu de teasing. Super. Le principe d'incertitude de Heisenberg. Allez, Heisenberg. Qui a aussi eu un prix Nobel. Oh, mais tu les collectionnes, toi, les prix Nobel. Ah, moi non, mais eux, la physique quantique les a collectionnés, oui, ça c'est certain. Qui dit qu'on peut déterminer avec une précision arbitraire infinie et la position et l'impulsion, donc la vitesse d'une particule. Ouais. Les deux variables sont dites corrélées. Dépendantes l'une de l'autre. Oui. Enfin, dépendantes, plutôt corrélées, parce que... Plutôt corrélées.
que dépendantes. La variation de l'une ne va pas influencer la variation de l'autre, mais en tout cas, elles sont liées d'une certaine façon, corrélées, ce qui fait qu'on ne peut pas connaître avec une précision arbitraire, infinie, l'une et l'autre en même temps. D'accord. Ça s'exprime sigma x, donc sigma, c'est l'écart type en statistique. Sigma x, donc l'incertitude sur x petit position. Sigma. Petit sigma pour le coup, et pas le grand sigma de la somme. Donc ça, c'est le langage des stats, hein. On l'exprime comme ça en stats. Sigma de x, incertitude sur x, multiplié par incertitude sur p, l'impulsion, est supérieur à h bar sur 2. H bar, c'est la constante de Planck, divisée par 2pi. Plutôt que de traîner un divisé par 2pi, ils ont mis une barre. D'accord. H bar sur 2. Donc, on ne peut pas réduire les deux de façon infinie. On ne peut pas réduire l'incertitude sur les deux en même temps de façon infinie. Il y a une blague d'étudiant en physique qui dit, quand tu ne veux pas rendre ton devoir, j'ai déterminé son impulsion avec une précision infinie. Donc, sigma x, sigma p est égal à 0. Pour ça, sigma x doit être infiniment grand. Donc, il dit, je sais exactement sa vitesse, donc elle peut être n'importe où dans l'univers, donc je ne peux pas vous rendre ma copie. Blague ça de marche physicien. Non, je crois pas. Peut-être le premier qui a trouvé ça, peut-être eu un bon point, mais... Et à droite, on a une illustration. En A, on a une onde. En termes de position, c'est une onde pure, donc une oscillation. Et à droite, on a K, c'est la quantité de mouvement. Ils ont écrit K au lieu de P. Bon. Et une onde a une impulsion parfaitement connue. L'impulsion d'une onde est parfaitement connue, mais là, elle n'est pas localisée, c'est-à-dire qu'une onde se propage dans tout l'espace. À l'inverse, tout en bas, on a un corpuscule parfaitement localisé, on sait où il est. Et par contre, la longueur d'onde qu'on va lui associer n'est pas définie. L'impulsion n'est pas définie. Et après, on a un paquet d'ondes, ça c'est plutôt la façon dont on traite la physique quantique, qui a une incertitude et en X et en quantité de mouvement. Oui, en X ou en K. C'est juste en K, oui. K, c'est X à gauche et K ou P, ils l'ont appelé K, là je ne sais pas exactement. Ça doit être un peu anglo-saxon, nous c'est plutôt P. Ou on peut aussi dire que l'étalement spatial est inversement proportionnel à l'étalement de l'impulsion. Voilà, je te crois sur parole. Hein. Retenez qu'il y a une incertitude, on ne peut pas tout mesurer parfaitement en même temps. Bon, ben ça, moi je retiens le principe d'incertitude signé Heisenberg et qui est prouvé par ce que tu viens de illustré. Pas prouvé, illustré. Je vous ai épargné les démonstrations. En tout cas, ça lui a valu un prix Nobel. C'est pour dire l'importance. On est d'accord pour qu'il l'ait, c'est bon. Oui. On n'invalide pas. Et ça fait partie également d'une des grandes particularités de la mécanique quantique. Ok. En physique classique, la précision de la mesure dépend de la capacité technologique. Oui. En physique quantique, il y a fondamentalement un effet qui entraîne qu'on ne peut pas connaître les deux en même temps. Ouais. Ok. L'énergie du vide, ça on en entend beaucoup parler aussi. Oui. Ah oui, ça c'est très très prisé dans les théories spirituelles. Oui. Alors, comment ça se présente en physique? On a le même couple énergie et temps par rapport au couple position-impulsion. Et d'ailleurs, ça relie un peu nos quadrivecteurs impulsion-énergie et position-temps. Il y a un lien aussi. C'est-à-dire que l'incertitude sur l'énergie d'un système multipliée par l'incertitude sur le temps, c'est-à-dire la durée pendant laquelle l'énergie peut fluctuer, est non nulle et supérieure à une certaine valeur. Alors en français, c'est dit que les fluctuations du champ quantique, l'énergie du champ quantique, peut faire apparaître des paires particules-antiparticules pendant un temps très court. C'est-à-dire que si sigma t est très petit, sigma e peut être assez grand, c'est-à-dire l'énergie du système peut varier et cette énergie peut se matérialiser sous forme d'une paire particule-antiparticule. C'est-à-dire qu'il y a des créations et des annihilations en permanence de particules dites virtuelles, parce qu'elles ne sont pas observables. Et l'énergie de ces particules est inversement proportionnelle à leur durée de vie. D'accord. C'est-à-dire que des particules énergétiques peuvent vivre pendant un temps très court, ou des paires pas très énergétiques peuvent survivre un petit peu plus longtemps. Mais rappelez-vous, H bar, c'est minuscule. Hein. Donc nous, c'est des effets vraiment quantiques très difficiles à déceler. Et notamment, un des effets, c'est l'effet Casimir. Rien à voir avec... C'est un personnage de bande dessinée, non, de dessin animé. Dessin animé des années 70, c'est pas le même. Qui dit que si on prend deux plaques parallèles et qui sont conductrices et pas chargées, ça peut être un condensateur, alors on peut déceler une force qui va rapprocher les plaques l'une de l'autre. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a une fluctuation du vide
tout autour des plaques et à l'intérieur. Sauf que la fluctuation du vide entre les plaques subit des contraintes du fait qu'elle est entre 2 plaques. Et donc elle est moins importante. Donc il y a moins de paires particules-antiparticules entre les 2 plaques qu'à l'extérieur. Donc ça pousse plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc on peut mesurer une force entre les 2 plaques. D'accord. Bon. Voilà. L'effet Casimir, donc ça a été mesuré. C'est une des conséquences du principe d'incertitude appliqué au couple énergie-temps. Ok. Et donc, énergie du vide, ça veut dire, quand même, si je me reprends, j'essaye, parce que là, j'ai senti que j'étais larguée et que mon système voulait plus comprendre. L'énergie du vide, ça veut dire qu'il y a de l'énergie dans quelque chose qui est vide. Oui, ça c'est une notion un peu complexe, c'est l'énergie du champ quantique. C'est ce que j'ai écrit, l'énergie du vide, c'est l'énergie du point zéro, c'est l'énergie de l'état fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie mise dans le système, mais le vide en lui-même, à travers des fluctuations, ouais, d'accord. peut il y a une énergie qui peut apparaître pendant un temps donné et qui va disparaître juste après. D'accord. Et cette énergie, cette fluctuation d'énergie autour du point zéro peut se matérialiser sous forme de paires particules-antiparticules. Point zéro, c'est vide. C'est l'énergie point zéro, c'est l'énergie fondamentale. Le vide est vide, donc on ne peut pas faire moins d'énergie. Oui, c'est ça. D'accord. Mais ça fluctue. J'ai dit qu'en physique, le zéro n'existe pas. Oui. Le zéro, ça, comme la surface d'un lac, il y a des petits frémissements. Oui. Voilà, même si, parce qu'il y a toujours un peu de vent, un peu de quelque chose. Oui. Et là, ce sont, peut-être le terme n'est pas choisi, mais des frémissements quantiques qui font qu'il y a des paires particules-antiparticules qui peuvent vivre d'autant moins longtemps qu'elles ont une énergie élevée. Ok. Voilà ce qu'on appelle l'énergie du vide. C'est détectable uniquement à toute petite échelle. C'est négligeable à l'échelle macroscopique. Okay. Les fluctuations vont s'annuler sur des gros volumes. On est toujours sur de l'infiniment petit. Plus on regarde à petite échelle, plus c'est visible. Ce sont des phénomènes qui prennent de l'importance. D'accord. Et puis, le déplacement de l'onde, mais ça, j'en parle pas, c'est des niveaux de correction très fins dans l'atome d'hydrogène qu'on a vu dans l'émission précédente. Oui. Il y a le modèle de base qu'on a vu, et puis après, il y a des corrections. Corrections fines, ultra fines, où il y a beaucoup d'effets très ténus, mais qui ont été mesurés avec une grande significativité. D'où encore un grand succès de la théorie quantique. Ça nous amène à l'évaporation des trous noirs. Alors, qu'est-ce que l'évaporation des trous noirs? On a vu les trous noirs dans une précédente émission. Sur la relativité générale. Absolument. Ce qu'on appelle également le rayonnement de Hawking, Stephen Hawking. Ah, le fameux Stephen Hawking qui est connu, lui. Oui. C'est un infime rayonnement qu'on appelle rayonnement de corps noir. On rappelle, le corps noir, c'est ce qui absorbe tout. C'est un peu l'ordre. Alors, le trou noir. Oui, le trou noir, oui, c'est ça. Le corps noir, c'est un corps. C'est un corps qui va émettre une certaine longueur, un certain spectre d'émission en fonction de sa température. D'accord. J'en dis pas plus, juste si vous voulez aller voir, ce qu'on appelle un rayonnement corps noir. D'accord. Donc le trou noir, même s'il absorbe tout, peut avoir un infime rayonnement. Ah, d'accord. Parce que tu nous avais dit les fontaines blanches. Fontaines blanches, ne garde rien, vraiment sortent tout ce qui s'est atteint à l'intérieur de leur horizon. Mais là, c'est encore autre chose. C'est une micro-correction par rapport à l'absorption totale d'un trou noir. C'est le rayonnement de Hawking. D'accord. C'est un effet purement quantique, encore une fois. Quand on est à proximité de l'horizon de notre trou noir, on a une force gravitationnelle très élevée. D'accord. Qui entraîne des effets de marée. Effets de marée. Rien à voir avec les marées des océans? Si, absolument, tout à voir, c'est le même phénomène. D'accord. Les marées des océans, on en reparlera peut-être dans une émission future, c'est dû à la différence d'attraction gravitationnelle de la Lune entre une face de la Terre et l'autre. Oui. Comme une face de la Terre est plus proche de la Lune que l'autre, alors l'eau est plus attirée d'un côté que de l'autre, et ça déplace les masses d'eau, et c'est ça qui fait les marées. C'est un effet de marée. Et vous doutez bien qu'aux alentours d'un trou noir, la gravitation atteint des valeurs énormes, et donc on a des effets de marée aussi. D'accord. C'est-à-dire que si on se déplace un tout petit peu plus loin du trou noir, on a une différence d'attraction gravitationnelle. Et ces forces de marée peuvent agir sur une paire particules-antiparticules qui s'est créée. Ok. On a notre fluctuation du vide, une paire particules-antiparticules qui se crée. Oui. Et là, comme il y en a une qui est un peu plus proche du trou noir, elle va pouvoir être attirée dans le trou noir pendant que l'autre
par un phénomène un peu difficile à expliquer, mais en gros, en prenant l'énergie du système, va sortir du trou noir. Mmh. Et bon, les termes positifs, négatifs sont pas très heureux, mais en gros, il y a une particule qui va emporter l'énergie du système et qui va laisser dans le trou noir un déficit d'énergie. D'accord, d'accord. Donc le trou noir va absorber un déficit d'énergie. Déficit d'énergie, E égale mc2, va entraîner une diminution de sa masse. Ouais, oui. Donc le trou noir, il absorbe tout ce qui passe, mais ces fluctuations peuvent faire baisser sa masse. D'accord. Parce qu'il a, en gros, il a hérité d'une particule en Ouais. déficit, pendant que l'autre est parti avec l'énergie, et celle qu'on a détectée sous forme de rayonnement. Tu as dit que le trou noir, c'était extrêmement massif, enfin, extrêmement lourd. Extrêmement, pas forcément, il y en a des tout petits, mais c'est extrêmement compact, extrêmement dense. Dense, ouais. Ouais. Et donc cette densité entraîne une variation de la gravitation très forte. Et s'il y a une paire particule-antiparticule, parfois, c'est ce qu'on voit en bas à droite, on a une paire violette et rouge. Oui. La violette est attirée dans le trou noir et la rouge part. La rouge se libère de l'attraction gravitationnelle du trou noir. D'accord. Et on échappe au trou noir. Les termes sont pas très heureux. Cette particule rouge, nous, on la détecte sous forme de rayonnement de Hawking. Et en termes de conservation d'énergie, elle est partie avec un gros paquet d'énergie pour s'échapper du trou noir. Et donc, son antiparticule en violet est allée, porte en quelque sorte, c'est pas très heureux, trop façon de le dire, mais un déficit d'énergie qui est absorbé par le trou noir. Le trou noir, donc, en gros, par cascade, le trou noir donne son énergie à la particule rouge sous forme de rayonnement. Donc, il faut retenir que le trou noir perd de l'énergie et donc de la masse. D'accord. Donc, c'est une toute petite correction de les trous noirs absorbent tout et ne peuvent faire que grossir. C'est ça. Enfin, on ne va pas dire que ça le relativise, mais ça le pondère. Ça pondère un petit peu, ça affine un peu la compréhension du trou noir. Ok. Toujours l'évaporation du trou noir. Autre interprétation, voilà, moi je l'ai faite, mais le rayonnement de Hawking, ça vient d'une perte d'énergie du trou noir. Soit on l'exprime en termes de particules-antiparticules, soit on dit on voit un rayonnement, donc il a été émis par le trou noir, donc c'est qu'il a perdu de l'énergie. Et l'explication microscopique, c'est cette paire, c'est la fluctuation du vide. Ok. Si on regarde la courbe à droite, M point, donc c'est la variation de la masse du trou noir. C'est la dérivée, pour ceux qui connaissent. Donc c'est tout un ensemble, c'est moins, etc., toute une constante, divisée par M carré. C'est-à-dire que c'est inversement proportionnel à la masse au carré. Donc en gros, plus un trou noir est lourd, moins il rayonne. Et oui, d'accord, ok. Plus un trou noir est léger, c'est quand on va vers la gauche, vers l'axe vertical, plus cette émission de Hawking est forte. D'accord. Alors, pour un trou noir d'une masse solaire, la durée d'évaporation, c'est 10 puissance 57 fois l'âge de l'univers. Donc, autrement dit, c'est parfaitement négligeable. L'âge de l'univers, ça, on est sûr de notre affaire. C'était, quand j'avais regardé, 14 milliards, mais maintenant, ils sont sur 44 milliards. Je n'ai pas encore creusé mais ça a brutalement été multiplié par 3. On ne sait pas pourquoi. Je n'ai pas approfondi la question. C'est pas grave. Parce que c'est probablement une hypothèse. Mais la preuve. Ce qui est intéressant avec les sciences, c'est qu'on sait que finalement, ce ne sont que des hypothèses qui vont se confirmer ou s'invalider au fur et à mesure. Compréhension c'est ça. C'est un moment qui correspond à la conscience probablement qu'on a de nous-mêmes et du monde et qui nous donne effectivement un résultat. Enfin, ça c'est Mario Dilsenso, c'est pas Julien Ramonet. En fonction des connaissances qu'on a à un moment donné, de la façon dont on les affine. Voilà. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes au moment de la construction du LHC, le Large Hadron Collider, c'est le collisionneur de protons au CERN. Ah oui. Sur la création de trous noirs. Oui. Des gens craignaient que des trous noirs soient créés au CERN et qu'un trou noir et que la Terre disparaisse instantanément, absorbée par le trou noir. Tu parles d'un chantier. Il y a eu des articles dans la presse mainstream qui relataient ces craintes. D'accord, mais c'était fondé ça? Alors, on peut voir ici que plus le trou noir, donc on parle là de micro-trous noirs, parce qu'on parle de trous noirs créés par la collision de deux protons, donc vraiment, c'est quand même pas très lourd. Oui, c'est ça. C'est pas des milliards de masses solaires. Et plus c'est petit, plus le rayonnement de Hawking est intense. D'accord. On peut calculer que le rayonnement de Hawking entraînerait la disparition de notre trou noir en 10 puissance moins 27 secondes. De notre univers? Non, la disparition du micro-trou noir. Ah oui, du micro-trou noir, d'accord. La disparition instantanée du micro-trou noir créé. D'accord. Okay. Si vous vous rappelez, on a vu le Higgs en 4 leptons, ça durait 10 moins 22, 23 secondes. Là, on a encore
100 000 fois plus court. D'accord. Parce qu'un micro-trou noir va créer des effets de marée très importants. La fluctuation quantique du vide fait que sa masse va diminuer et en 10-27 secondes, il disparaît instantanément. Ce qui m'épate, c'est que tu as l'air de tout comprendre. J'ai quand même bien révisé. Ça m'éclate. J'ai bien révisé pour moi, je patine dans la semoule, mais ça fait du bien de voir que toi, tu comprends ce que tu dis. Mais je crois, encore une fois, je suis dans le registre, donc c'est bon. Je prends pas les détails parce que je peux pas, mais je vois on va dire, le mot j'aime pas. J'allais dire l'esprit, mais non. Non, je veux pas dire l'esprit, mais le registre, la philosophie. La philosophie, absolument. Retenez que plus un trou noir est gros, plus il s'évapore lentement. Et plus il est petit, plus et jusqu'à des micro-trous noirs qui disparaissent quasiment instantanément. Oui, c'est ça. Ce qui pourrait expliquer que la Terre n'est pas disparue dans un trou noir créé par une collision au CERN. On a eu chaud, hein. Et dernier point, expérience Schrödinger, on l'a déjà célèbre s'il en est, Schrödinger, de l'équation de Schrödinger, qui très importante en mécanique quantique. Qui est fondamentale. L'équation on n'arrête pas de le voir, lui. C'est la vedette de la mécanique quantique. Oh, il y en a une autre, mais oui, c'est lui qui a fait l'équation. C'est ça, quand même. Chat Schrödinger, ça date de 1935, donc 10 ans après l'équation. Donc il avait un chat, Schrödinger. Pas vraiment, mais il a écrit une expérience de pensée, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait l'expérience. D'ailleurs, on ne peut pas la faire. Expérience de pensée qui essaie de s'interroger sur le transport des propriétés quantiques à grande échelle. Oui. Ah oui, donc l'émergence de lois macroscopiques. On va dire une espèce d'extrapolation justement de ce qui se passe dans l'infiniment petit vers quelque chose de plus grand. L'émergence des lois macroscopiques à partir des lois de la physique quantique. D'accord. Autrement posé, c'est comment ça se fait que ça soit impossible à l'échelle macroscopique. Parce qu'on sait bien qu'un chat ne peut pas être mort et vivant. Ah oui, c'est ça, c'est l'histoire du double de la superposition. C'est ça. Hein. Et c'est une espèce de paradoxe pour montrer, pour faire réfléchir à comment la superposition possible à l'état microscopique ne l'est plus à l'état macroscopique. D'accord. Montage expérimental, on met un chat dans une boîte fermée avec un dispositif, donc un atome radioactif, un détecteur qui va détecter la désintégration de cet atome radioactif. Et si le détecteur détecte la désintégration, il casse une fiole contenant de l'acide cyanhydrique qui va tuer le chat. C'est le montage expérimental. Bon, fallait-il sacrifier un chat pour l'expérience? Je ne sais pas. On peut la définir. L'être humain a fait bien pire. Hein. Là, je trouve qu'ils ont... C'est une expérience de pensée. On peut l'imaginer sous une autre forme sans chat et ça ne change pas grand-chose. On met le système, on ferme la boîte et on s'intéresse, on va rouvrir la boîte, on va s'intéresser au système après une demi-vie de l'atome radioactif. Ça, je vous renvoie à la fin de l'émission sur le carbone. D'accord. La demi-vie d'un atome, c'est le temps au bout duquel il a 50% de chance de s'être désintégré. Ah oui, c'est ça. Donc en gros, au bout d'une demi-vie, une chance sur deux pour que l'atome se soit désintégré. Donc, en termes quantiques, au bout de ce temps-là, il est dans une superposition équiprobable. Je suis encore intact, je suis désintégré. D'accord. Donc c'est cet état quantique et l'atome est à la fois désintégré, à la fois... Et donc ça veut dire que le chat est vivant et mort. Voilà. Si on poursuit la chaîne de l'expérience, c'est-à-dire que ce photon a été à moitié détecté, etc. Et si le photon est désintégré, pas le photon, la désintégration. Si la désintégration de l'atome est constatée, ça veut dire que le chat est mort. Oui, alors on va dire plutôt, si l'atome s'est désintégré, alors le chat est mort. Si c'est pas désintégré, alors le chat est vivant. Et comme l'atome est dans les deux états en même temps, alors le chat doit être dans les deux états en même temps. C'est ça. Donc c'est un paradoxe en fait, le chat de Schrödinger. C'est un paradoxe parce que on imagine bien que le chat, il n'est pas à la fois mort et vivant. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors oui, alors on va expliquer un peu après comment c'est abordé. La physique quantique pour rien. Hein. Ben voilà, on va continuer.
Notre problème, c'est que on a été coupé. Alors, je ne sais pas du tout si on pourra. Il va falloir faire un petit montage. Oui. Maintenant, ça continue et il garde le temps initial. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, on est bien sur le phénomène 11, quantique. Oui. Voilà. Bon, peut-être il faudra procéder à un petit montage pour retrouver la continuité de notre émission. Mais c'est quand même... Alors, tu sais que moi, je ne crois absolument pas au hasard. Oui. Hein. Donc, je me dis que là, il y a quelque chose qui s'est passé, parce qu'on parlait du chat de Schrödinger, c'est ça? C'est ça. Et donc, de sa capacité à être à la fois mort et vivant. Et nous, de son incapacité plutôt, à être mort et vivant. Voilà. Exactement. Et donc, oui, alors, on était... Le chat, hop, il est là, le chat. Voilà, nous y voilà. Donc, je reprends, peut-être ça va faire une redite, mais on considère le système à un temps au bout duquel l'atome radioactif a 50% de chances d'être désintégré ou pas. Ouais. En mécanique quantique, il a donc, dans une superposition équiprobable, je suis désintégré plus je suis intact. Ouais, c'est ça. Superposition des deux états. Et je suis intact. Qui se traduit par un plus en mathématiques. On sait bien que le chat n'est pas mort et vivant. Donc il y a un paradoxe. Rationnellement, oui. Il y a un paradoxe. Ouais. Alors cette expérience n'est en pratique pas réalisable parce que techniquement, on ne peut pas préserver l'état superposé d'un système macroscopique. Plus le système est gros, plus une perturbation, aussi infime soit-elle, va lui faire sortir de ses propriétés. Oui, c'est ça. La superposition a ses limites, en fait. Voilà, elle peut être perturbée. Okay. On verra ça aussi dans les communications quantiques, c'est un des problèmes expérimentaux. C'est-à-dire que les perturbations vont faire sortir le système de son état quantique de superposition. Donc ça, ce serait très difficile techniquement. Et après, sur le principe, on ne pourra jamais mesurer que le chat est à la fois mort et vivant. Parce que ouvrir la boîte pour voir est-ce qu'il est mort et vivant, s'il est encore dans un état quantique, va le pousser à choisir un des deux états. Oui, c'est ça, on a vu ça tout à l'heure. Oui. Que si on regarde une des deux fentes de la circulation du photon, là, ça oblige le photon, ça fait en sorte que le photon est exclusif, en fait. Oui. Si on regarde par laquelle fente il est passé, il n'est plus passé par les deux. C'est ça. Il va prendre l'une ou l'autre. Et donc là, le chat serait obligé de choisir un état. Enfin, serait obligé de choisir un état. Obligé de choisir, sont des mots un peu... on pousserait la mesure, ferait que le chat serait dans l'un des deux états. Donc on ne pourra jamais faire cette expérience pour des raisons techniques et pour des raisons de principe et de postulat de la mécanique quantique. Si on ouvre la boîte pour regarder, on verra que c'est un phénomène qui va poser problème aussi dans la communication quantique. Alors voilà, je fais une extrapolation, Julien, je peux? Oui. C'est-à-dire que moi, ce que je me dis, dans l'incarnation, si je m'arrête pour observer si je suis vivante ou si je suis morte, finalement, j'arrête l'expérience. C'est dingue, ça. Mais bon, tu arrêtes l'expérience de vie? Oui, parce que en fait, le simple fait de poser la question et d'observer me fait prendre une décision. Et la décision que je prends, puisque je suis là pour l'observer, c'est celle d'être dans ce corps. Mais de ce fait, j'annule la possibilité d'être vivante en dehors de ce corps. Enfin bon, c'est... comprendra. Non, ça va faire son chemin. Parce que là, c'est à chaud. Ce sera plus facile à comprendre que les équations. En tout cas, ce que je me dis, c'est que ça m'invite. Alors moi, ça m'invite à faire cohabiter la notion de je suis vivante et je suis non vivante. Je ne vais pas dire morte, mais non vivante. C'est-à-dire, j'existe, donc je suis vivante dans un corps, et en même temps, je n'existe pas, c'est-à-dire je suis. C'est ça ce que je veux dire. C'est je suis en mon essence, et en même temps, j'existe. Ouais. Tu vois, et c'est ça qui ça m'ouvre une piste. Mais bon, j'ai extrapolé, j'en suis consciente. Ouais. Mais j'adore. Après, comment on explique, comment on interprète ça? Ça, c'est Stephen Hawking. Ah, oui, c'est ça. Parce que qui dit, quand j'entends chat Schrödinger, je sors mon revolver. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec les interprétations qu'on en fait. D'accord. Et je vais vous proposer quelques interprétations. Tu as dû vachement aimer mon extrapolation. Je pense qu'elle est en dehors du monde de la physique quantique. Elle s'inspire de cette superposition et du principe de la mesure, mais elle ne s'appuie pas sur la physique quantique. Je suis d'accord. Tu n'es pas en train de dire que tu es un être quantique qui vit à la fois pas du dans l'esprit et dans le corps. Donc ça me va. Oh non. Non, moi je fais des ponts.
Je ne vais pas dans la physique quantique, j'y connais rien. Je reste là où je suis, mais j'essaye de voir le pont qu'il y a entre la physique quantique et là où je suis. Ça c'est possible, ça. C'est tout à fait possible. Je ne t'envahis pas dans la physique quantique. Pas du tout. Première explication, c'est que le chat, voire même le détecteur, vont produire une observation. Rappelez-vous, on parle d'un atome qui se désintègre ou pas. Et on pourrait dire que ne serait-ce que la détection par le compteur Geiger de radioactivité, ou même le chat qui voit l'atome, peut être une forme d'observation et donc de mesure. Donc la superposition disparaît avant même qu'on ait ouvert la boîte, de par la présence du détecteur et du chat. Oui, on est d'accord. Ce qui pose la question de la conscience. Est-ce que, parce qu'il y en a qui interprètent, oui, mais le détecteur n'a pas de conscience, le chat n'en a peut-être pas assez pour provoquer les fondements de la fonction d'onde. Donc là, j'avoue que je n'ai pas creusé tout à fait cette question. Ouais. Le détecteur, on peut dire le détecteur lui-même n'a pas de conscience, mais celui qui l'a fabriqué en a. Oui, mais est-ce qu'elle serait portée par le détecteur au moment où il fait la mesure, au moment où il fait la mesure de la désintégration ou pas de l'atome? Dean Radin a fait, je mets le lien sur la dernière diapositive, a fait des expériences sur l'influence de la conscience. Ça va nous intéresser. Je prends avec des pincettes parce que je n'ai pas du tout regardé ces expériences que j'ai découvertes dans le livre Se souvenir du futur, Jocelyn Morisson, Rommel Le Terrier, qui disent des choses quand même assez sérieuses. Donc je me permets de le mettre. C'est super que tu les cites. Avec la précaution que je ne valide pas, je n'ai pas creusé cette question. Jocelyn Morisson, c'est un journaliste, et Rommel Le Terrier, c'est plutôt quelqu'un qui fait des expériences de conscience. C'est ça. Et qui ont travaillé sur la nature du temps. Oui, c'est ça. Donc je laisse aux spectateurs la responsabilité d'aller voir et de faire son avis. Il y a un lien que j'ai mis. D'accord. Après, on a une autre façon de voir la chose, c'est l'approche positiviste, donc de Hawking, de Heisenberg dans la lignée de Kant, qui disent la fonction d'onde ne décrit pas la réalité, le noumen, mais ce que nous voyons, ce que nous connaissons, le phénomène. Donc, ça dit que l'état superposé du chat, tel que décrit la fonction d'onde, c'est l'état que nous, on décrit, c'est pas du tout l'état réel du chat. C'est un état théorique, en fait. Oui, c'est un état qu'on projette. Et donc, Hawking disait, mais arrêtez votre expérience. La fonction d'onde décrit à travers la physique quantique l'état superposé, mais ce n'est pas du tout l'état réel du chat. D'où cette phrase. On a la théorie des univers parallèles, ou plutôt, certains préfèrent dire monde multiple, de Everett. C'est l'inverse du positivisme. La fonction d'onde décrit bien toute la réalité. Et ce qui se passe, c'est que quand on va faire la mesure, le chat sera soit mort, soit vivant, et donc ce sont deux versions de la réalité qui vont se séparer. Donc à chaque fois qu'il y a une mesure quantique, séparation des eaux. À chaque fois qu'il y a un choix, alors l'univers se scinde en plusieurs réalités. C'est ça, c'est les eaux de la mer Rouge qui se séparent. Alors oui, là c'est plutôt lié à une histoire de mesure ou de choix. Et donc c'est pas très économe, parce que ça fait une infinité d'univers parallèles. Chaque fois qu'il y a une décision, une mesure, et comme tout est... Et là, il n'y a que 2 possibilités. S'il y a 10 possibilités, c'est-à-dire qu'il y a 10 univers parallèles. Et oui, c'est ça. Et la dernière explication, c'est la théorie de la décohérence, qui a quand même la préférence d'un certain nombre de scientifiques, qui dit qu'un système quantique est en interaction avec son environnement. Il ne peut pas être considéré comme isolé. C'est ça. Et plus c'est gros, plus c'est difficile à isoler. C'est ça. Si vous réussissez à isoler un électron dans une boîte dans le vide, c'est une chose. Mais isoler un être humain de son environnement, c'est impossible. Moi, ça me plaît beaucoup, ça, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas ne pas être inclus quelque part. On est toujours dans un système, en fait. Même si on est libre dans le système. Toujours perturbé par l'extérieur. Oui, il y a toujours un environnement. Enfin, moi, je ne connais rien qui soit hors environnement. Non. Enfin, j'ai pas fait toutes les recherches, mais... Après, en physique, on a souvent besoin d'isoler, dans plusieurs expériences, on a besoin d'isoler le système de l'extérieur pour étudier... Mais par exemple, moi qui vais dans le désert, c'est une des raisons. J'essaye le plus possible de m'isoler de mon environnement pour essayer de trouver la plus pure information en moi-même. Mais en même temps, je suis quand même dans un environnement. Pour voir des choses que tu ne verrais pas. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de la décohérence, qui explique pourquoi les phénomènes qu'on peut constater au niveau quantique, notamment la superposition d'états, ne sont pas transposables, ne sont pas observés à l'état macroscopique, parce que les états superposés disparaissent à cause des fluctuations, à cause des interactions de l'environnement. Et voilà quelques
Quelques invitations à aller plus Quelques loin. invitations sur le chat Schrödinger, les expériences de Dean Radin, théorie des mondes multiples. Ok. Je rappelle que toutes ces données sont sur mon site internet dans les documents PDF qui sont en lien avec l'article sur la science physique et la métaphysique que j'ai mis en ligne et que donc on peut aller plus loin, voir toutes ces informations. Il y en a d'autres, ça c'est des choses que j'ai croisées, mais il y en a beaucoup d'autres. Ok. Voilà. 1h19. On est bon. 1h20 classique. Ça y est, on est parti sur le rythme d'1h20. Tu veux conclure par quelque chose? Pas encore, parce que là, on est vraiment entre deux. Il y aura une autre émission qui va s'intéresser à d'autres phénomènes quantiques. Donc, on est sur Phénomène quantique 2, c'est la prochaine émission. Ça, avec qu'on va enregistrer, nous, dans la foulée. L'intrication, la communication quantique, la cryptographie. Voilà. Nous, on va l'enregistrer dans la foulée, mais par contre, elle sera diffusée 15 jours plus tard, donc le 30 mars, 29 mars, ouais, c'est ça. Et avec le débat historique entre Bohr et Einstein. Waouh! Sur c'est toi qui anime le débat? Déterministe. Non, je vais en relater une partie sur l'aspect déterministe ou pas, indéterministe ou pas de la mécanique. Ok. Merci Julien. Merci à toi, merci à vous d'avoir tenu jusqu'au bout. Ouais, moi j'ai été un peu larguée pendant un moment, mais c'est pas grave, parce que comme je te dis, l'histoire de faire des ponts me permet de rester dans le registre, c'est ça qui est génial. Et si tu acceptes que je sois larguée, c'est super. C'est pas un problème du tout. Oui, tu ne considères pas que je suis une mauvaise élève. Plus que ce que tu dis, mais... non, pas vraiment, mais... Et tu pourras les revoir aussi. Oui, c'est ça, je pourrais regarder de nouveau. En discuter. Ouais. Ok. Merci Julien. À bientôt. À bientôt.